Le 30 juin 1960, le Congo accédait à l'indépendance. Les Belges se retiraient de ce riche territoire de l'Afrique centrale. Ce jour-là, les sourires et la joie illuminaient les visages. Mais ce jour-là, personne n'imaginait encore de quoi les lendemains du jeune État congolais seraient faits. Dès le 4 juillet, la force publique se mutine. La plupart des postes de sous-officiers et d'officiers sont encore conservés par des Blancs. Des gradés congolais mécontents appellent à la désobéissance et des désordres terribles s'ensuivent. En quelques jours, les exactions se multiplient dans tout le pays. La population noire est la première victime de ces violences qui causent de nombreux morts. Par la suite, les militaires congolais s'en prendront également aux Occidentaux. L'armée est responsable de viols et de pillages dans plusieurs camps et quartiers européens, notamment à Tisville. Les informations circulant sur ces exactions provoquent une véritable panique. La population blanche fuit et tous les moyens sont bons pour fuir le jeune État africain. La Belgique est déstabilisée devant l'ampleur des événements et la détresse de ses ressortissants. Elle décide d'envoyer des renforts au Congo et de mobiliser ses troupes stationnées sur place. Les para-belges interviennent massivement. Dans un premier temps, ils tentent de restaurer le calme et de rassurer les ressortissants belges terrifiés. Par la suite, ils essaieront de sauvegarder les avoirs belges au Congo. Patrice Lumumba est incapable de rétablir l'ordre. La mutinerie se développe toujours. Il n'accepte pas le retour musclé des Belges au Congo. Il accuse la Belgique d'agir dans le cadre d'une agression contre son ancienne colonie. Il demande que les soldats belges repartent et que des contingents de casques bleus de l'ONU prennent leur place. Au Conseil de sécurité de l'ONU, répondant à une interpellation du ministre congolais Kanza, le ministre belge Vigny sermonne son interlocuteur, à la manière d'un professeur qui gronde un enfant. Session dramatique à l'ONU. Le ministre Kanza accuse la Belgique d'agression et réclame le retrait immédiat des troupes belges. Le ministre Vigny s'indigne. Monsieur Kanza, voyez-vous que si nous avions préparé des complots ou des agressions, nous aurions été de tels traîtres et de tels gens sans honneur vis-à-vis de nos femmes, de nos filles, de nos fillettes, pour les laisser dans un enfer pareil? La Belgique n'est pas condamnée par l'ONU, mais il lui est demandé de retirer ses troupes rapidement. Elle obtempérera en partie dans les semaines qui suivront. Les para-belges seront remplacés par des casques bleus chargés de ramener le calme dans tout le pays. Les soldats de la paix sont accueillis par une population congolaise encore très nerveuse
suite aux événements tragiques qu'elle vient de connaître. La sécession katangaise accentuera encore les troubles qui traversent le jeune État congolais. Le Katanga est une des régions les plus riches du Congo. Moïse Tshombe, le représentant de cette province, s'oppose à la création d'un État congolais centralisé et dès le 11 juillet 1960, proclame la sécession de la province katangaise. Tshombe, le nouveau président, organise la défense de la région. Des volontaires et des mercenaires constituent la gendarmerie katangaise. Cette dissidence sera bientôt rejointe par le Sud Kasaï. Le 8 août, Kalonji, l'homme fort de cette riche province, prend l'initiative de soustraire le Kasaï de l'État central congolais. Il organise également la protection de la région. Patrice Lumumba et les dirigeants de l'ONU n'aiment pas voir ces riches provinces du Sud se détacher du Congo. L'apport financier du Katanga et du Kasaï est fondamental pour que l'indépendance du jeune État congolais puisse s'affirmer. Dépourvu du soutien des troupes de l'ONU, Lumumba décide pourtant d'utiliser l'armée pour réduire ces deux sécessions. Cette offensive sera un échec sanglant dont la population civile du Kasaï sera la première victime. L'entente disparaît également entre les deux têtes de l'exécutif congolais. Lumumba et Kasavubu, que l'on voit pour la dernière fois ensemble sur ces images, vont multiplier les points de discorde. Kasavubu lance en septembre 1960 un mandat d'arrêt contre Lumumba. Celui-ci se proclame à son tour chef de l'État. Le Congo est alors dirigé par deux hommes qui s'affrontent dans la confusion. Le colonel Mobutu, avec l'appui de l'armée, décide alors de mettre fin au chaos dans lequel le Congo est plongé. Mobutu Sese Seko parvient à neutraliser les deux adversaires et à restaurer un certain calme dans le pays. Âgé seulement de 30 ans, celui qui était secrétaire d'État dans le gouvernement de Lumumba confie le pouvoir à un collège de commissaires généraux constitué d'universitaires rappelés d'Europe. Mobutu accuse Lumumba d'avoir entretenu des contacts avec les régimes communistes d'Europe de l'Est. Assigné à résidence, le Premier ministre parvient à s'échapper. Mais quelque temps plus tard, il est repris par l'armée nationale. Ces images sont les dernières de Patrice Lumumba. Sous les yeux de Mobutu et les objectifs des caméras, Lumumba est malmené. Envoyé au Katanga en janvier 1961, la terre de ses pires ennemis, il sera torturé et assassiné. Les circonstances de ce meurtre sont aujourd'hui encore méconnues. L'État belge, les Katangais, les hommes de Mobutu, les USA et même l'ONU sont régulièrement cités comme les responsables de cet homicide. Lumumba deviendra vite l'emblème de tous ceux qui luttent contre l'impérialisme. À l'époque déjà, la Belgique est lourdement accusée d'être le commanditaire de ce meurtre. Les jours qui suivront l'annonce de sa mort verront des manifestations s'organiser à Moscou, à Belgrade, à Londres et au Caire. Dans certaines capitales, les manifestants prendront d'assaut les ambassades belges. L'ONU sera également le théâtre de manifestations congolaises. C'est dans ce contexte qu'à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU va devoir se prononcer sur la motion du délégué soviétique, le retrait du Congo des troupes de l'ONU et la prise de sanctions contre la Belgique. Tandis que le délégué américain Adlai Stevenson réfute cette thèse, l'hémicycle est envahi par des protestataires. Tumulte sans exemple à l'ONU. Malgré les nombreuses tentatives de conciliation de l'ONU, au Katanga, le conflit continue.
Les troupes des Nations Unies sont envoyées sur place et ordre leur est donné d'utiliser la force pour tenter de contraindre Tshombe. Cette fois, c'est la guerre. La résistance katangaise s'organise et le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, doit demander le cessez-le-feu. Devant les lourdes pertes subies par les casques bleus, celui qu'on a surnommé Monsieur H décide de se rendre lui-même sur place pour négocier. Il n'arrivera jamais. Son avion s'écrase en route. Aussitôt, on croit à un attentat, mais le rapport des Nations Unies conclut à un accident. Après un accord, le conflit reprendra de plus belle à la fin 61. Finalement, le Katanga est entièrement repris par les forces onusiennes et le calme se réinstalle dans l'ensemble de la province. Fin 63, des accords sont signés entre les autorités katangaises et le représentant de l'ONU pour réintégrer la province dissidente au Congo. Moïse Tshombe, lui, est contraint à l'exil. « 1964 est une année sanglante dans l'ensemble du territoire. Kasavubu, redevenu président, et le gouvernement central de Léopoldville ont beaucoup de difficultés pour asseoir leur autorité. 2 rébellions éclatent simultanément. Mulele, le chef d'un groupe de rebelles communistes, sème la terreur dans la province de Léopoldville. Le désordre est absolu, malgré la contre-attaque de l'armée nationale. Dans l'Est, en 3 mois, des rebelles surnommés les Simba se sont emparés de la moitié du Congo. Ces combattants sont souvent très jeunes, se croient invincibles car protégés magiquement. Ils sèment la terreur dans les territoires conquis. Toute la région est plongée dans un véritable enfer. L'État congolais est incapable de mettre fin à la révolte et demande le soutien des soldats belges. Les parachutistes belges, assistés de mercenaires, forcent les Simba à se replier dans la forêt. Ils arrivent pourtant trop tard pour empêcher le massacre de ressortissants occidentaux à Stanleyville. Au cours de toutes les opérations, les rebelles ont exécuté quelques 8000 habitants de cette ville. Les personnalités vont se succéder à la tête de l'État congolais. Joseph Kasavubu rappelle Moïse Tshombe au pays pour tenter de rétablir l'ordre. La cote de popularité de Tshombe est énorme. Son retour à Léopoldville est triomphal. Tshombe échoue toutefois dans sa tentative de renverser Joseph Kasavubu et doit à nouveau s'exiler. Le président lui-même sera quelque temps après démis de ses fonctions lors d'un coup d'État mené par les militaires. En 1965, le chef de l'armée, Mobutu, prend le pouvoir. Pour rétablir le calme, il instaure l'état d'urgence dans un pays qui, en 5 ans, a connu plus d'un demi-million de victimes. À partir de cette date, et durant plus de 30 ans, l'histoire du Congo va se confondre avec celle d'un homme, Mobutu. Il détient les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. En 1970, Mobutu se présente comme seul candidat à la présidence de la République. Les actualités cinématographiques congolaises retracent la campagne nationale du candidat unique aux élections. Quant au président Mobutu, il refaisait une fois de plus la longue route fluviale avec toutes ses escales déferlantes d'enthousiasme populaire pour sa personne. Il allait ouvrir ce qu'il faut bien dénommer la campagne électorale pour la présidence de la République et les législatives. De jour comme de nuit, et dans les moindres bourgades, le paradoxe fut qu'il devrait non pas démontrer ses titres aux fonctions suprêmes, mais persuader d'abord les citoyennes et citoyens de l'utilité d'élire démocratiquement le chef de l'État. Porté au pouvoir par l'armée 5 ans plus tôt, il pouvait apparaître aux yeux de l'étranger
comme un chef imposé sans assise populaire. Appréciation absurde pour les Congolais, car dans les 8 provinces de l'immense pays, où qu'il aille, les foules enthousiastes se pressent autour du président Mobutu, qu'elle proclame le père de la patrie. Formule romantique, non, réalité concrète. Il sera élu avec une majorité absolue au poste de président et reconduit en 1977 et 1984. Il prêtera serment quelques semaines après son plébiscite. Moi, Joseph Désiré Mobutu, élu président de la République démocratique du Congo, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Pour être certain d'assurer son pouvoir, il tente de supprimer les moindres contestations. Ceux qui tentent d'organiser l'opposition au régime de Mobutu sont jugés et généralement éliminés. Le pouvoir est soutenu par le seul parti autorisé, dont Mobutu est le fondateur. Le MPR, Mouvement populaire de la Révolution, encadre tous les aspects de la vie congolaise et assure la diffusion du moboutisme. Un vaste service de propagande est mis en place pour effectuer cette tâche et toucher toutes les couches de la population. La télévision et les actualités cinématographiques ne cessent de montrer l'œuvre bienfaitrice du président. Les grandes étapes de la vie du président et de ses proches font les belles heures de la télévision nationale. Le Congo a besoin de se façonner une histoire et le président du jeune État construit un mythe autour de sa personne et de son pays. Notre jeune président a 38 ans. Cet anniversaire fêté en compagnie de Madame Mobutu fut l'occasion pour tous d'exprimer au chef de l'État l'admiration et la gratitude de chacun de nos concitoyens. Car depuis 8 ans, le nom de Joseph Désiré Mobutu est indissolublement lié à toutes les péripéties de la vie nationale depuis la naissance de l'État congolais le 30 juin 60. À 30 ans, le jeune colonel Mobutu avait la lourde tâche de constituer notre armée nationale. Il en a fait le creuset de l'unité nationale. Avec elle, il a mis fin aux rébellions, à la politicaille et restauré l'autorité suprême de l'État, dont il est l'expression depuis le 24 novembre 65. Avec le MPR, il a doté la nation des cadres qui lui manquaient. Tout cela couronné par la réalité effective de notre indépendance économique et par la restauration du prestige congolais à travers le monde. Il n'hésite pas non plus à récupérer le mythe de Lumumba. Même si Mobutu n'est sans doute pas étranger à l'assassinat du premier ministre du Congo, cette personnalité est trop imposante pour ne pas être récupérée. En Israël, en Yougoslavie, en Roumanie, en Égypte, en Chine, à Formose, au Japon, en Allemagne ou en Grèce, Mobutu est toujours sur la brèche pour aller représenter son pays à l'étranger. En cette période de guerre froide, il est un allié précieux que de nombreux pays ont décidé de ménager. Les Américains soutiennent largement le dictateur dont l'anticommunisme est reconnu. La Maison-Blanche accueillera à plusieurs reprises, avec tout le faste officiel, l'homme fort du Congo.
La France compte également parmi les grands supporters de Mobutu. L'Hexagone n'hésitera pas à intervenir militairement pour permettre au pouvoir congolais de se maintenir. Avec la Belgique, Mobutu entretiendra toujours une relation d'amour-haine. Le chaud et le froid soufflent régulièrement sur les rapports diplomatiques des deux pays, même si des liens d'amitié profonds lient le général au roi des Belges. Les deux hommes, qui ont le même âge, s'estiment énormément. À l'intérieur même de son pays, Mobutu tente de relancer une économie qui a lourdement subi les 5 années du chaos congolais. Tout est à refaire. Les Occidentaux ont déserté ce pays incertain. Les infrastructures et la main-d'œuvre ont lourdement pâti de ces conflits incessants. Dans un premier temps, le général pourra se satisfaire de plusieurs réussites. Les investisseurs étrangers réintègrent le pays qu'une stabilité relative satisfait. Des industries se concentrent principalement dans la région de Léopoldville et au Chaba. La politique de grands travaux tente de doter le pays d'une infrastructure moderne. Certains ouvrages relèvent parfois de la mégalomanie du chef plutôt que de l'intérêt public. Le réseau routier, par exemple, reste dans un état pitoyable et contribue largement aux difficultés économiques de cet immense pays. L'agriculture se relève petit à petit. Une politique d'encadrement du monde agricole et de modification des habitudes de culture est mise en place. Dans plusieurs secteurs, la production augmente. Si la propagande affirme que cette organisation permet de subvenir complètement aux besoins de tous, c'est sans compter sur l'augmentation importante de la population congolaise. Et la vie dans les campagnes reste difficile. Et puis le sol du Congo regorge toujours d'incroyables richesses minières convoitées par beaucoup de monde. Les exportations dans ce secteur, et en particulier du cuivre, représentent l'essentiel des rentrées de devises au pays. Le moboutisme est avant tout marqué par la recherche de l'authenticité. Cette quête pousse le général à faire disparaître de son pays les restes du colonialisme. Il prône l'africanisation des personnes, des villes et des rivières. Ainsi, le Congo devient Zaïre, Léopoldville, Kinshasa, Elisabethville, Lumumbashi et Stanleyville, Kisangani. Cette œuvre de zaïrianisation le pousse à nationaliser les entreprises étrangères pour les distribuer à des citoyens zaïrois. Par ce biais, il peut récompenser tous ses fidèles. Cette politique sera en fait un véritable échec. Les nouveaux hommes d'affaires du Zaïre se révèlent incapables de gérer ces entreprises et l'État doit faire marche arrière. La corruption sclérose l'ensemble de l'État congolais. Au Zaïre, tout se paie. Les enseignants, les fonctionnaires, les médecins ponctionnent la population. De la même manière, le général-président et ses proches se servent sur le budget de l'État pour se constituer une fortune gigantesque. L'économie zaïroise est en fait un gouffre et le pays est un des plus endettés au monde. Les services de base de l'État ne sont presque plus assurés, alors que la vie des palais présidentiels est toujours plus luxueuse. Dans les campagnes, la situation se dégrade complètement. La plupart des paysans survivent grâce à une agriculture de subsistance et au troc. La malnutrition est générale et des maladies qui avaient disparu avant 1960 réapparaissent. Malgré quelques tentatives de démocratisation, Mobutu, qui s'est autoproclamé maréchal, reste vissé à son poste. Les rébellions se multiplient dans tout le pays et le pouvoir de l'État a de plus en plus de mal à les réprimer. La fin de la guerre froide rend le vieux maréchal plus gênant qu'indispensable pour les démocraties occidentales. Les soutiens extérieurs au régime se réduisent toujours. En 1997,
une révolte venue de l'Est pousse Mobutu, malade, à l'exil, où il meurt peu de temps après. Ironie de l'histoire et ultime revers du président déchu, le Zaïre est rebaptisé Congo par les rebelles.